Dev perso, c'est pas ce qu'on croit. Il y a beaucoup d'intox sur le sujet. De façon très thérapeutique pour moi, j'évite de tout regarder, sinon je deviens malade. C'est pas si simple parce que la discipline, c'est galère à avoir. Je commencerai par dire un truc, c'est qu'il faut quand même réaliser quelque chose, surtout en France. Toutes les 10 minutes, il y a une entreprise qui ferme. Et j'ouvre mon téléphone et je vois sur Insta ce branquignol qui a l'avis que je veux et que je devrais avoir et moi je l'ai pas. Et il a l'air plus débile que moi. Et comment c'est possible que moi qui ai l'air plus compétent que lui, je l'ai pas? Le problème, bien souvent, c'est même pas le format, c'est même pas la compétence. C'est les compétences émotionnelles qui sont derrière. Le marché de l'indépendance, c'est ça aujourd'hui. C'est des gens qui arrivent, un mois ils font 3000, un mois ils font 7, un mois tâtonnent les 10, le mois d'après ils font rien. C'est qu'en fait à un moment donné il faut avoir l'humilité de se faire aider. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je reçois Abigail Bianco, mon associé. Ça fait un petit moment qu'on essaie de se croiser, de s'organiser pour faire cet épisode. On s'était vu sur Nice, on avait passé un bon moment et là vu que tu es de passage sur Toulouse, on prend le temps de se faire ça. Je suis content en tout cas de te recevoir, merci à toi. Merci. Est-ce que tu peux, pour ceux qui ne te connaissent pas, peut-être qui vont te découvrir sur cette vidéo, te présenter et nous raconter peut-être ton parcours assez brièvement? Ok. Alors je m'appelle Abigail, je suis aujourd'hui chercheur au CNRS, Ok. au labo de Sophia Antipolis, au laboratoire de sciences de gestion. Donc les sciences de gestion, pour celles et ceux qui nous écoutent, qui sont peut-être pas familiers, c'est vraiment des sciences transversales et le carrefour en fait entre l'économie, la psychologie, la RH, pour en fait comprendre et structurer et faire développer des entreprises. Donc je suis raffilié à ce labo-là. Moi concrètement j'ai un parcours pluridisciplinaire à ce niveau-là évidemment, donc avec une licence en psycho, assez atypique d'ailleurs. Et un master en conseil en orga, en organisation, et après, ligne droite, le doctorat, la thèse, du coup, en sciences de gestion, sur des thématiques un peu particulières. Et Et voilà, quoi. première question qui me vient un peu en tête tout de suite, c'est par rapport au parcours du coup académique que tu as eu, qu'est-ce qui a fait que tu t'es orienté du coup finalement vers le business en fait? Bah, en fait, ça a été un concours de circonstances assez simple. C'est que quand j'étais en master, j'avais, bon, je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont familiers avec le format. Il y a des mémoires de fin d'études qui sont obligatoires et je les avais orientés vers des thématiques en R&D qui ont été très valorisées à l'époque par du coup mon directeur de mémoire et par la fac. Et puis quand on m'a proposé la thèse, j'ai fait le mauvais élève, je me suis inscrit, et en fait j'avais passé les délais pour demander une bourse et un financement. Ouais. Donc, et puis c'était période Covid, je m'étais dit de toute façon, bon, on verra. Et puis les probabilités que je sois sélectionné étaient infimes. La sélection pour la thèse, c'est un autre monde. On n'imagine même pas ce qu'il y a derrière, tellement c'est compliqué. Déjà, les étudiants qui sont en troisième année, qui veulent rentrer en master, ils savent déjà à quel point c'est galère. Je crois que c'est 20 places pour 2000 candidatures, un truc comme ça. Ouais, d'accord. Et pour la thèse, c'est infime et c'est minime. Et je t'ai dit, bon, on verra si mon dossier passe, si ça passera, parce que j'avais majoré en fait mes semestres, mais j'avais aussi le cumul du plus grand nombre d'heures d'absence à l'université. Donc je m'étais dit, ça va pas. Vraiment le mauvais élève, quoi. Voilà, je me dis, bah, j'y allais pas. J'avais trouvé comment moi m'organiser et avoir de bonnes notes tout seul, donc j'avais pas forcément envie d'aller au cours. Mais au final, j'ai été pris, puis c'était période Covid. Et du coup, en fait, on m'a dit, bah, Monsieur Bianco, on vous inscrit, pas de souci, mais on vous inscrit sans financement, c'est-à-dire que vous n'avez pas de bourse. Donc du coup, c'est vous qui voyez si vous voulez Ouais, ouais. continuer l'aventure ou pas. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, go, on y va. Euh, et puis en fait, bah, pas tellement le choix, quoi, parce que je me suis retrouvé à avoir un sujet de recherche, pas financé. Donc je sais ce que c'est que de travailler gratuit pour quelque chose, même si au final c'est une belle aventure. Mais du coup, j'ai pas eu d'autre choix que de trouver un moyen de financer moi-même mes recherches. Alors la majorité des doctorants, ils ont des heures de cours ou ils sont chargés de t'aider dans le format universitaire. Bah, j'ai eu ce plaisir-là hein, dès ma première année, mais c'est pas ça qui paye les factures, quoi. Ouais. Donc je me suis retrouvé dans une position où je me suis dit, bon, j'avais d'un côté des postes du coup de consultant junior qui m'étaient proposés, avec des salaires
assez attractif hein, au vu de l'époque. Mais le contexte Covid a fait que je me suis dit, il fallait que je trouve un moyen de financer mes recherches de façon à ce que j'ai du temps et que je puisse bouger tout le temps. Parce que les recherches, puis j'en parlerai après certainement, mais ça demande beaucoup de temps pour lire, pour écrire, pour publier, pour faire des congrès, pour faire des séminaires. Ça demande du temps. Donc trouver un temps plein, ça aurait été pas judicieux pour moi. Ouais, tu finalement pas d'autre choix quelque part que, aller vers cette C'est ce que je te disais. Ouais, au final, je me suis retrouvé dans une situation où pas tellement le choix, quoi, parce ouais, ouais. que sans ça, en fait, c'était soit bah, j'optais pour une carrière classique qui aurait pu très bien marcher, soit il fallait que je trouve une carrière alternative, ou en tout cas une manière de gagner ma vie de façon assez alternative pour pouvoir euh, continuer mes recherches que je voulais faire. Parce que pour moi, c'est vraiment c'est quelque chose d'important, les recherches pour un truc simple. C'est qu'il y a tellement, on est tellement dans une société de désinformation qu'on ne sait plus une opinion d'un tel Oui, ou l'opinion d'un autre. Et je les vois ce que tu veux recherches, dire. voilà, et les recherches à travers ça, je voyais le moyen de pouvoir, alors dans un contexte particulier, dans un échantillon particulier, mais trouver une vérité, tu vois. Et avoir la méthodologie pour trouver une vérité dans un échantillon particulier, dans un contexte particulier, pour moi, c'était le Graal, quoi, tu vois, parce que Ouais. ça veut dire que, en fait, c'est pas même mon opinion, en fait, à moi, on s'en fout. Mais les données montrent que, donc alors, il faut opter pour ça ou pour Ce que ça, tu quoi. ne peux pas quelque part remettre en cause, quoi. Voilà, en Ouais. gros, en Ouais, gros. ouais, ouais. Ou alors, tu peux émettre des hypothèses pour pousser plus loin. Mmh. Mais, mine de rien, ça reste une vérité. Et cette question de vérité, pour moi, c'est important. Alors, du coup, Et dans l'entrepreneuriat, tu as commencé concrètement par quoi? Faire du consulting, tu as tout de suite rencontré alors, Roman ou pas comment ça du s'est tout. passé? Pas du tout. Alors, en fait, alors moi, mon sujet de recherche, il est assez particulier, comme ça va répondre à ta question. C'est de traiter l'impact des émotions au travail. Mais attention, pas l'impact au sens, comment dire, psychologique du terme, très développement perso, bien-être. Je m'en fous de tout ça, moi. C'est l'impact des émotions au travail dans le fait de développer une activité. Qu'est-ce qui fait que par tes émotions, par la dynamique émotionnelle, tu as une activité qui va marcher ou une activité qui va pas marcher? Et je me suis intéressé à ça. Pourquoi? Parce que la majorité des indépendants et des solopreneurs, en fait, leur entreprise, c'est eux. Oui, c'est l'extension d'eux-mêmes, ouais, bien Voilà, sûr. c'est ça. Donc en fait, si toi, tu es stressé, ton entreprise, elle sera stressée. Ouais. Tu vois? C'est pareil. Donc mon terrain, de recherche, mon échantillon, ça a été les digital nomades. Parce que c'était vraiment l'archétype, en fait, des personnes qui ont ce côté, liberté, qui ont ce côté, liberté géographique. Donc je me suis orienté vers eux parce qu'ils cochaient vraiment toutes les cases, heu, de la nouvelle figure de carrière. Heu, alors, il y en a qui les appellent les freelances, d'autres qui les appellent les sous-traitants, d'autres qui les appellent les Oui, indépendants. Bon, peu on les importe, appelle la dénomination, même si sur le plan académique, il y a des distinctions qui sont faites, hein, bien sûr. dessus, il y a des caractéristiques différentes. Mais bon, ça a été principalement les digital nomades et mon sujet de recherche, ça a été de comprendre en quoi, heu, leurs émotions permettent de pouvoir pérenniser leur activité. OK. Qu'est-ce qui fait que, en fait, de par leurs émotions, il y a une dynamique collective autour de, cette liberté qui est désirée par tous au final, qu'on le soit ou qu'on le soit pas, actuellement. C'est une liberté qui est désirée par tous, une forme d'autonomie qui est désirée par tous. Et qu'est-ce qui fait qu'émotionnellement parlant, on arrive à cette liberté-là ou on n'y arrive pas? Qu'est-ce qui fait que ça crée une communauté autour de ça, qui favorise ou qui au contraire, limite? Tu vois? Mmh. Ouais. Voilà et en fait, ça a été ça et du coup, je me suis retrouvé avec cet échantillon dans les mains à me dire: «Bon, je sais pas comment je vais faire pour trouver des données, mais il faut que je les trouve». Alors je suis allé sur des groupes Facebook, j'ai démarché, démarché, démarché et en fait, j'ai fait un travail de recherche qui, dans le business, bah, en fait, c'est de la prospection Oui, c'est ouais, ouais. pure et dure. Prospection déguisée, quoi. Voilà, sauf que, moi, c'était très naïf à l'époque, c'est: j'ai besoin de données parce qu'il fallait que je publie et que je fasse des congrès, donc juste s'il vous plaît, répondez-moi, si vous avez une demi heure de votre temps au téléphone, genre enregistrez-moi, c'est cool quoi, tu vois? Bon et au final, il y en a pas mal que j'ai eu l'occasion d'avoir, il y en a une cinquantaine. Les posts Facebook, des communautés que j'avais étudiées,
pareil, il y en avait une centaine et que j'avais sélectionné dans mes critères d'inclusion et d'exclusion Mmh. et mes pages de retranscription, donc les retranscriptions des entretiens qui sont un cahier des charges très particulier pour la recherche. Je crois que je suis à plus de 1300 pages, retranscrites, voilà. J'aurais jamais pu faire ce que tu as fait, je crois. Bon, Faut être patient. j'ai des combines Ouais, pour ouais. retranscrire très vite. S'il y a des doctorants ou des étudiants qui doivent retranscrire des trucs, vous m'envoyez un message, je sais comment on fait rapidement sans faute d'orthographe. Hem, mais au final, en fait, en discutant avec ces personnes que j'interviewais, donc ces digital nomades, en fait, quasiment à chaque entretien que je faisais, donc entretien semi-directif, à la fin, je leur disais: «Bon, ben, merci, voilà, alors, tout le formalisme de, c'est confidentiel, vous inquiétez pas» et cetera. OK. Puis à la fin, ils me disaient: «Mais est-ce que tu as, 5-10 minutes en plus, à Mmh. m'accorder et tout?» «Ouais, ouais, si tu veux». Et puis en fait, ils étaient curieux, ils me disent: «Mais pourquoi? Comment ça se fait?» heu et en fait, bah, c'est comme ça que j'ai trouvé mes premiers contrats. Et en fait, je me suis fait démarcher par mes propres données, concrètement. Ils m'ont dit: «Mais en fait, on veut que tu travailles pour nous». Ouais. Parce que et on veut que tu travailles pour nous, tes compétences, on en a besoin, pour faire, des tests psychotechniques, pour, structurer du coup des questionnaires ou des entretiens semi-directifs, sur des questions RH aussi. Parce que du coup, que tout le monde comprenne bien, aujourd'hui, si tu devais expliquer très simplement, quelle est ta mission finalement en tant que chercheur, c'est quoi exactement? Alors, il y a du coup différents aspects. Quand tu es chercheur, tu as l'aspect enseignement, donc il y a une obligation. Ouais, bien sûr. Donc les cours à l'université ou en école de commerce. Ouais. Tu as, les publications et les congrès, OK. voilà. Donc pour les cours, tu es payé. Pour ça, ça dépend si tu es, titularisé ou pas et après tu as le privé pour ceux qui s'orientent vers cette voie, mais la majorité ne s'oriente pas vers cette voie-là. Donc on va dire que j'ai un profil très très atypique par rapport Est-ce que à tu es quasiment le seul sur la promo avec laquelle tu es, à être dans le privé? C'est quoi la proportion en fait aujourd'hui? alors en fait, heu, moi parmi la majorité des chercheurs, dans ma discipline, oui. Ouais, Il y a des exceptions en GRH qui ont des activités dans le privé, OK, mais la majorité des chercheurs et des doctorants, enfin de ceux qui sont titulaires d'une thèse, d'un doctorat, qui sont dans le privé, ce sont ceux qui ont fait un doctorat en droit des affaires. OK. Parce que les salaires, dans le droit des affaires, quand tu as fait une thèse, sont tellement disproportionnés par rapport à la voie académique que, enfin, il y a 0, chercheur, enfin c'est désert quoi. Oui, C'est des bon bref, c'est pas comparable. Mais du coup oui, c'est très peu commun et même quand je le voyais en congrès, hein, il y avait certains de mes collègues de d'autres labos, qui trouvaient ça assez étonnant, quoi et qui des fois, ils avaient du mal. Mais du coup, tu es consultant en R&D, tu es consultant, en innovation, tu es consultant du coup en développement d'entreprise, tu ouais. vois? Donc c'est un peu atypique et je comprends qu'il y ait une ambiguïté dessus, mais concrètement, c'est faire en sorte que des entreprises se développent, OK. et quand je dis qu'une entreprise se développe, c'est pas qu'une entreprise fasse de l'argent, essentiellement, c'est qu'une entreprise fasse des bénéfices. C'est 2 choses différentes. Donc aujourd'hui, en fait, tu mets quelque part la science au service du business et comment ça se traduit, concrètement? Alors, il y a plusieurs points et ça dépend des thématiques. OK. Il y a des thématiques dans lesquelles, tu vas avoir des entreprises qui sur une, question, recrutement, tu vois? Dernier enjeu clé. Sur une question recrutement, à me dire: «On a des profils, mais on ne comprend pas, il y a un turnover de dingue chez nous». Ce qui arrive très, très souvent. Ce qui arrive très souvent. Dans le BTP, on en avait parlé, mais c'est un truc de fou. BTP, C'est restauration, c'est des secteurs en tension de dingue, ouais. bon voilà. Bah, du coup, le pôle RH, s'ils en ont un, parce que faut pas se leurrer, la majorité n'ont pas forcément Oui, TPE, c'est PME, ils en ont c'est peut-être le quasiment chef pas. d'entreprise, le manager qui fait les entretiens, qui perd un temps monstre à faire ça. Bah, concrètement, Ou qui payent des cabinets, des fois RH, externes. voilà, bon, bah, il y en a qui payent qui passent par des boîtes d'intérim, alors ça se fait. La boîte d'intérim se rémunère avec, une commission sur le la rémunération annuelle brute du salarié qui est pourvu.
Moi, ce que je leur dis, c'est que je leur dis: «Écoutez, vous allez payer un bras pour rien. Moi, je vous fais ça quasiment gratuit au final avec un remboursement, enfin un autofinancement, 1 mois et demi, 2 mois, même pas, en automatisant du coup un process de recrutement, sécurisé, qui en plus de gagner du temps et de l'argent sur, les tâches de recrutement, va être plus précis parce que j'y incorpore du coup des tests psychotechniques Ouais. qui vont être accommodés de la fiche de poste pour vérifier si le profil en question correspond vraiment à ce qu'ils cherchent. Et il y a pas photo, ça marche. Donc, tu vois, il y a plein de choses en fait sur lesquelles, moi j'arrive en disant: «Vous vous cassez trop la tête, laissez-moi 2 minutes, je vous simplifie tout». Je Ça, mets tu t'es bien entendu Voilà, vraiment du coup. en gros, je leur dis: «Vous gagnez du temps, vous gagnez de l'argent et surtout vous vous cassez moins la tête et Ouais. vous vivez mieux». Voilà, parce que, bah, c'est galère, il y a des trucs, tu perds la tête, hein, Et toi d'ailleurs, alors peut-être rien à voir, mais qui a un regard sur le marché un peu scientifique, heu et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se disent sur le marché, surtout sur les réseaux sociaux, d'un point de vue mindset, développement personnel, tout le monde en parle. Qu'est-ce que tu en penses toi de tout ça? Il y a beaucoup d'intox sur le sujet, je de façon très thérapeutique pour moi, j'évite de tout regarder sinon je deviens malade. Mais, il y a beaucoup d'intox et puis je vais commencer par le dev perso. Dev perso, c'est pas ce qu'on croit. Heu, Déjà, Quand tu est-ce dis que il y a beaucoup d'intox, tu as des exemples comme ça qui te viennent en tête le ou? premier truc, c'est, le neuromarketing. Ouais, C'est un truc qui est marketé, qui fait fantasmer tout le monde. Alors oui, il y a des papiers sur le neuromarketing, où c'est la neuroscience qui est appliquée au marketing. OK. Mais la majorité de ceux qui en parlent, c'est des biais cognitifs. C'est ni plus ni moins que du Est-ce que cognitif. tu peux expliquer peut-être aux gens qui nous regardent, Bah, qui savent pas ce la que c'est les des cognitifs? neurosciences, Ouais. c'est, on va aller je caricature, mais comme ça permet d'illustrer pour tout le monde, hein, Oui, donc oui, oui. voilà, hein, mais je caricature. Mais dans l'idée, c'est on va te mettre des électrodes pour comprendre les réactions synaptiques que tu vas avoir, en fonction de, telle couleur de packaging, d'une marque de céréales pour vérifier si, Kellogg's doit avoir une devanture, bleue ou rouge. D'accord? Ouais, Voilà, on va aller vérifier sur un échantillon, quantitatif, du coup, si la réaction synaptique, va vers, du coup, la satisfaction, le plaisir, ou pas, en fonction de la couleur. OK. Un biais cognitif, c'est simplement si le paquet de céréales est devant et en première ligne de l'entrée du magasin, bah, du coup, je vais plus acheter. Mais ça, c'est un biais cognitif. Il y a pas besoin de on prend un échantillon, on vérifie en fait sur, des achats, on va mettre, le paquet de Kellogg's, en 1re ligne de magasin, on va le changer, on va mettre un autre, on va les déplacer au fur et à mesure, on va faire un roulement et on va voir que, bah, en fait, celui qui est en première ligne, c'est celui qui se vend plus parce que c'est un biais de primauté. Mais c'est tout. Mmh. Tu vois? Ouais, C'est pas de la c'est c'est pas de la neuro, c'est de la psychologie cognitive, d'accord. tu vois? Donc c'est 2 choses Ouais, tu fais différentes. vraiment une distinction entre Bah, les 2. c'est pas moi, bon, encore une fois, moi, tu sais, en posture de chercheur, Oui, je dis: «Mais on s'en fout, moi. on s'en fout. Même moi, je m'en Mais il y a fous». une Mais distinction il y a une distinction qui est que faite. les gens ne font pas, donc Voilà, si vous allez voir un neuropsy en lui disant: «Oui, mais en fait, tu es, psychologue cognitif», je crois qu'il t'en met une, quoi. Non, mais c'est vrai, ouais, le neuropsy, ça n'a rien à voir. La psychologie cognitive, pour que les gens comprennent bien, c'est même associé des fois à l'ergonomie de travail. Donc en gros, est-ce que le canapé dans lequel on est, il est assez ergonome pour que ce soit confortable et qu'on n'ait pas une courbure et qu'on n'ait pas mal au dos si on reste ouais, assis là-dessus dans 20 ans, tu vois? Donc c'est ça, le où déjà il y a un amalgame, OK. et puis sur le dev perso, où le dev perso, c'est pas ce qu'on croit, dans le sens où, le dev perso, c'est une ratatouille en fait de sciences qui viennent de partout et dont on en parle un peu, mais c'est pas ça. Le développement personnel, la fonction première, c'est le titre, développer sa personnalité. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un sur les réseaux ou un bouquin parler de développement Non, personnel en disant que c'est fait pour développer ta personnalité? non. Alors maintenant, si je te dis prendre un bain froid tous les matins, Oui, bah, oui. est-ce que ça va développer ta Ouais. personnalité? Pas sûr. Pas sûr, hein. Mais pourtant, aujourd'hui, quand tu dis dev perso, c'est Alors il y en avec a des qui te routines. diront il y en a peut-être qui vont te dire: «Oui, mais ça me permet d'avoir une certaine discipline, c'est des habitudes qui me permettent de me développer». Mais est-ce que c'est le bain froid qui fait ça? Bah, indirectement, ils vont te dire que oui, peut-être. Bah, si tu remplaces le bain froid par, le fait de je te prends parce que toi, tu aimes bien manger sain. Tous les matins, tu te réveilles et tu te dis: «Non, tous les matins, je me fais une collation
Ouais. à 6 heures, je dis n'importe quoi, hein, à 6 heures, pour bien démarrer la journée et comme ça je démarre avec quelque chose de sain. C'est une routine et c'est la routine qui est essentielle et c'est la discipline derrière ça Mmh. qui développe ta personnalité dans la rigueur. Ouais. Mais le bain froid, Alors qu'est-ce que tu dirais, tu vois? parce qu'il y a beaucoup, de personnes qui vont regarder cette vidéo qui sont des freelance, des digital nomades et cetera. Qu'est-ce que tu leur dirais pour se développer personnellement du coup? Tu leur conseillerais quoi? Des routines. OK, des routines. C'est un objectif, il y a une ligne directrice vers l'objectif. Quelles sont les routines, les choses répétitives qui permettent d'atteindre cet objectif-là? OK. Et OK. qu'est-ce qui se passe en fait dans ton cerveau quand tu crées des routines? Pourquoi c'est ça qui te permet de te développer? Bah, alors là, il y a plusieurs sujets. Déjà, en économie, la routine, c'est le mot-clé, hein. Routine et confiance, c'est le mot-clé. C'est les 2 mots-clés, pardon. Mais, le il y a un truc assez simple, c'est que le plaisir anticipatoire est plus important, ou en tout cas est plus présent que le plaisir de consommation. OK. Ce qui implique que si je te dis: «Enzo, est-ce que ça te dirait bien qu'on aille, s'acheter une Porsche?» Bah ouais. Peu importe le format que tu veux. On va discuter et on va parler de la couleur de la Porsche, on va parler des routes qu'on va pouvoir faire à fond avec, peut-être des circuits, à Toulouse ou à Nice, au Dramont, pas très loin, bord de mer où on pourra y aller. On va se pencher dessus, y penser, visualiser la scène. Je Mmh. pense que même en parlant de cet exemple-là, les gens vont visualiser la scène, tu vois? Ouais, Hem, Bah, ça fait plaisir et même j'en parle, tu vois, je souris ouais. et ben ce plaisir-là, tu sais, le plaisir quand tu te projettes, quand, avant de dormir peut-être où tu te dis: «Allez, demain ou l'objectif c'est vraiment d'atteindre ça, faut que j'y pense, faut que» tu vois? Bah, ce plaisir-là, il est plus important que le plaisir de consommation. OK. Ce qui fait qu'en fait, il y a des gens qui vont plus prendre de plaisir à penser qu'à réaliser, tu vois? D'où le fait qu'il y en ait pas beaucoup finalement qui passent Qui à passent à l'action. l'action et Bah, OK. ouais et c'est ça qui pose problème. Après, on est fait comme ça, Oui. on est fait comme ça et pour répondre du coup précisément à ta question, les routines, c'est le fait d'aller, un peu contre notre nature. Ouais. C'est et d'ailleurs les bains f le la caractéristique du bain froid, c'est le bon mauvais exemple. Parce que le bain froid n'est pas une routine qui fait que, tu vas mieux réfléchir dans ta vie. La routine par contre, quel que soit l'objet, soit le bain froid ou autre chose, oui, tu vois? Parce Mmh. qu'en fait, tu te forces à faire quelque chose où de prime abord, tu as pas envie. Ouais, il faut que ça te demande de la discipline, de C'est sortir de ta ça, zone de c'est confort et ça, plus tu t'y habitues, plus ça c'est devient ça, c'est OK. ça. Et c'est pour ça que c'est pas si simple parce que la discipline, ouais, c'est galère à avoir, hein. Alors, question, qui me vient en tête là, il y en a beaucoup qui, quand ils sont freelance et je pense que tu les as vus, dans tes recherches, qui ont une certaine irrégularité de Mmh. revenus. Tu vois, tu en as qui vont faire 10 K pendant un mois, mois d'après, c'est une cata, ils ont plus de deal, ils courent après les clients, ils font 2 000 €, le mois d'après, ils font 3 000, après il y a cette instabilité financière. Pour toi, à quoi de quoi c'est dû en fait ça? Alors déjà, je commencerai par dire un truc, c'est qu'il faut quand même réaliser quelque chose, surtout en France, c'est que je crois que j'ai fait les calculs, toutes les 10 minutes, il y a une entreprise qui ferme. Toutes les 10 minutes? Il y a et je crois que c'est 5000, un peu plus de 5000 entreprises par mois qui ferment. On bat les records en ce moment depuis 2023, je crois. Post-Covid en plus, c'est Voilà, bon après le post-Covid, il a bon dos, hein, oui, mais il y en a beaucoup qui avaient fait oui, des crédits et oui, cetera, complètement. qui ont tenu un peu, mais maintenant, ouais, il y a plus d'argent, quoi. Complètement. Alors même si en toute honnêteté sur ces Alors là, 5000, tu comptes les freelance et c'est ce que voilà, j'allais dire, sur les micro-entreprises. 5000, j'ai pas la proportion entre entreprises, physiques Ouais, standards ouais. et proportion, Je voilà. pense qu'il y a plus de micros qui ferment que Je sais pas, je vais pas me mouiller, j'en sais ouais, rien, faudrait le vérifier, ouais. mais ce serait intéressant de savoir, tu vois? Mmh. Mais heu, la cause première en tout cas, c'est pour ça que je te donne ce chiffre-là, la cause première des fermetures et des faillites d'entreprises, c'est la mauvaise gestion financière Ouais. et due à des irrégularités, due à des, mauvais BFR, tout ce que tu veux, j'en sais rien, mais c'est dû à cette question, finance. Le problème, c'est notamment chez les freelances, et c'est quelque chose qui moi me tue,
C'est qu'en fait, les freelances ou les travailleurs indépendants, quand ils se lancent, des fois, ils ont un premier contrat, deuxième, troisième. Bouche à oreille au départ, hein. Ouais, peu importe. Et puis, tu as l'URSSAF et tu payes l'URSSAF. Et c'est jamais cool de payer l'URSSAF. Sauf qu'une fois que tu as payé l'URSSAF, tu te dis, bon, bah, c'est en net, c'est dans ma poche. Mais non. Parce que c'est pas parce que c'est une entreprise individuelle que ça veut dire que ton entreprise n'a pas besoin de trésorerie. Mmh. Ah oui, oui, ça c'est clair. Et ça me tue de voir que, je crois en plus l'URSSAF va augmenter, donc on va considérer, j'arrondis à 25%. Aujourd'hui, tu gagnes 1000 balles, tu dois en donner 250. 250, ouais. Ok. Mais il y en a pour beaucoup, pour qui les 750 € restants, allez, je pars en vacances, tu vois, je fais XY, peu importe. Ils ont pas Mais, effectivement de trésorerie qui leur permet mais des fois, mais il n'y a pas, en fait, il y a d'asseoir des moments de creux, quoi. le compte dans lequel je reçois l'argent, et il y a le compte dans lequel je vais dépenser pour mes frais courants, pour ma vie, en fait, pour moi, pour ma Ouais, pomme. Mais il n'y a pas forcément de compte de trésorerie d'entreprise où j'épargne pour mon entreprise. mmh. Tu vois? Ils font pas la distinction entre leur argent perso et leur argent pro. Je l'ai Généralement, très peu retrouvé. ouais, Je l'ai très, très généralement peu retrouvé. d'ailleurs, je pense que tu seras d'accord avec moi, mais on leur demande d'ouvrir un compte professionnel et d'avoir un Alors, compte différent que leur compte perso. et c'est là que la nuance, elle est dingue. C'est qu'il y a une obligation d'avoir un compte pro pour percevoir l'argent, mais Mmh. ça n'implique pas forcément de garder de la trésorerie dessus. Ouais, D'où le fait qu'en fait, la majorité perçoivent l'argent et sur ils le le compte. Bah après, ils en voilà. font ce qu'ils veulent, hein, mais bon, C'est ça, parce que. Alors, ça, bonne question en droit, et j'ai pas la réponse, faudrait aller chercher, je sais pas s'il y a. Et je pense pas qu'il y a des questions d'abus de bien social mmh, pour les micros. Tu vois? d'accord. Et je pense que justement, c'est ça qui fait une nuance entre j'ai de l'argent, j'ai payé mon URSSAF, allez, je dépense, quoi. Enfin, je fais ma vie, quoi, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais mettre la question d'abus de bien social dessus impliquerait que, attends, mais je peux pas dépenser cet argent si c'est pas justifié pour mon entreprise. Mmh, Et je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui. ouais. Quand on avait fait l'événement en physique, le dernier qu'on ait traité, où devant tout le monde j'avais abordé le sujet, tout le monde m'a regardé avec des gros yeux en me disant bah ouais, mais en fait c'est évident, mais c'est évident et pourtant je le fais pas. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Tu Ouais. vois? Mais c'est une entreprise, Bah, oui, oui. c'est une entreprise. Même si c'est une micro, il faut Bah, avoir ce réflexe et cette éducation financière finalement. alors déjà, puis je pense que ça va évoluer parce que, il y a un truc assez troublant sur le plan franco-français, c'est que le fait d'augmenter les cotisations Social? sociales pour les micro-entreprises, le fait de la réforme Calliope qui est passée en janvier 2024 Mmh. sur les accords de sous-traitance a été modifié. Il y a quand même une volonté je- en lisant entre les lignes, hein, je suis pas prophète hein, et j'ai pas la prétention de l'être, hein, Oui. mais il y a quand même quelques indications ou une tendance à dire, bon, le côté indépendant, freelance, sous-traitant, c'est sympa, revenez au salariat quand même. Revenez au salariat. Le bon vieux salariat, c'est quand même. Revenez, si vous pouvez, revenez, tu vois. Non mais, bah oui, parce qu'en augmentant le niveau de cotisation, c'est. Si je facture au taux horaire et que je paye 25% d'URSSAF et que je vois qu'en salarié, si je suis un profil cadre, que voilà, et que je vois qu'il n'y a pas tellement de marge sur. Si je gagne, je sais pas, 30 € de l'heure en indépendant et que je gagne 27, 26 € de l'heure en salarié, pourquoi je vais me compliquer la tête Oui. avec peut-être des questions d'instabilité, avec tous les aléas que connaissent les freelances et quand tu es indépendant, euh, tu vois, autant avoir un truc fixe. Ouais. Mais derrière cette question d'irrégularité financière, c'est là que se pose aussi le sujet de la différence entre l'attention focalisée et l'attention soutenue. C'est ça que j'allais te demander parce Tu qu'au-delà d'une bonne ou mauvaise gestion financière, qu'est-ce qui fait qu'ils sont à Bah, chaque fois en dents de scie, en fait? l'attention focalisée, c'est le fait d'être concentré sur un truc. Tu Mmh. vois, moi, je suis concentré sur toi pour discuter, tu es concentré sur moi, etc. Ouais, Ok. Maintenant, si je te dis qu'on discute comme ça jusqu'à 20 h, ouais. c'est peu probable que jusqu'à 20 h, on soit autant concentré qu'on l'est là. Bah, c'est la même chose pour les freelances et pour les indépendants. C'est que avoir ton, euh, comment ça s'appelle, une attention focalisée sur une tâche à un moment donné, c'est une chose. L'avoir dans la durée et dans le temps, c'en est une autre. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, émotionnellement parlant,
le fait d'être indépendant, heu, c'est pas moins stressant que la frustration d'être salarié, hein. Mmh. Parce que, le stress de: «Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que j'ai assez confiance en moi pour maintenir le cap que j'ai fixé, pour vérifier si ça marche ou pas? Ouais. Est-ce que le tunnel de vente que j'ai mis en place, est-ce que je suis sûr que ça va marcher ou pas? Est-ce que j'ai vraiment pris tous les éléments en compte? Est-ce que mon attention a été assez soutenue pour vérifier tous les éléments sur assez longtemps? Ouais. Hem, Est-ce que, j'ai pas fait d'erreur quand j'ai paramétré, mes ads? Est-ce que j'ai pas fait d'erreur quand j'ai fait ma plaquette, de prospection ou la plaquette de mon offre, tu vois? Est-ce que mon attention a été assez soutenue pour ça? Alors qu'est-ce que tu conseillerais? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas trop vécu moi quand je me suis lancé, que j'ai commencé à développer des boîtes, parce que j'ai toujours eu ce réflexe de me faire accompagner, du coup je savais où mettre mon énergie, tu vois? Et Mais bah, pour, les gens qui nous regardent et qui se sont jamais fait accompagner et que peut-être aujourd'hui ils ont pas les moyens pour, tu vois? Hem, qu'est-ce que tu leur conseillerais en fait? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui sur le marché tu vois plein de méthodologies, tu sais pas où aller, quoi faire, qu'est-ce qui correspond ou pas et si je me mets à leur place, je ils je sont je peut-être perdus, tu je vais vois? te Et je noyés. vais je vais dire un truc, je pense que ça va j'espère que ça va faire réaliser des choses aux gens. Hem, Est-ce que parmi tous les clients qu'on a eus et tous ceux qu'on aura, Ouais. et tous ceux que tu avec lesquels on a déjà discuté, même si, c'était pas des clients, est-ce que tu as déjà vu quelqu'un opter pour une méthode? Peu importe la méthode, on s'en fout. Tu sais, on va prendre le classique, Ouais, ouais, prospection standard, je prends mon téléphone, je DM, j'envoie, je bombarde. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un avoir un cahier des charges en se disant: «Là, je vais tester ça. Je le teste je dis n'importe du 1er janvier, du 1er novembre 2024 jusqu'au 1er janvier 2025. oui, ou je teste sur un Sur échantillon. cette durée-là, Ouais, je bombarde à mort et si ça marche, ça va marcher, ça doit marcher avec ces indicateurs, ces KPI, KPI 1, KPI 2, KPI 3. À la fin de cette durée, je regarde quelles sont les données que j'ai recueillies. Est-ce que ça a marché ou est-ce que ça n'a pas marché? Si ça n'a pas marché, je change. Si ça a marché, je continue. ouais. Bon, personne fait ça. Non, ils le mesurent pas trop, ouais. Personne, c'est ah ça doit être un ah ça, j'avais jamais capté ça comme ça. Ça, j'avais jamais capté ça, je vais tenter. 2 semaines plus tard, j'avais jamais capté ça, tenta. On en revient un Je vais peu, tenter. aux routines dont on Mais parlait tout à l'heure. oui, Parce que finalement, les gens qui oui, sont qui réussissent très souvent, dans oui, les clientèles oui, qu'on a, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a oui, fait passer des tests, c'est que mais ce sont les plus disciplinés finalement. alors et c'est pour ça que des fois, ça paraît très frustrant pour certains, c'est que des fois, c'est les plus disciplinés et des fois, ils paraissent pour les plus bêtes. Ouais, Parce que des fois, on les caricature comme des gens qui, en fait, bourrinent, font des gros bourrins, pendant un temps, pour tester un truc. Ils sont persuadés de leur truc, des fois à tort et en fait, à force d'enchaîner, de continuer, ça finit à un moment donné par éclore et ça commence en fait à ça commence le feu commence à prendre, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui se sentent et c'est pas forcément présomptueux, mais qui mmh, des fois se sentent plus intelligents, peut-être plus compétents que d'autres et sont frustrés de se dire: «Mais attends, moi j'ai fait tant, dans ma vie, j'ai fait ça, j'ai ce niveau de responsabilité dans mon travail actuellement» ouais. et j'ouvre mon téléphone et je vois sur Insta ce branquignol qui a l'avis que je veux et que je devrais avoir et moi je l'ai pas. Et il a l'air plus débile que moi et comment c'est possible que moi qui ai l'air plus compétent que lui, je l'ai pas? Et ça rend fou tout le monde. C'est Ça, clair. c'est Heu, ça rend fou tout le monde et quel que soit quel que soit le secteur d'activité, la peu discipline, importe. peu Ah oui, importe, oui. mais ça rend fou tout le monde. Mais c'est parce Comme qu'il y a quoi, c'est pas parce qu'effectivement tu as une ultra compétence et que tu es bon dans ton mais domaine ça ne que suffit pas. Ça en fait, c'est pour ça et c'est ça qu'il faut sur lequel il faut vraiment être, ceux qui gagnent le plus d'argent ne sont pas forcément les plus compétents, hein. mais non, C'est clair, hein. mais non, Mmh. mais pas du tout, pas du tout. Heu, c et regarde, aujourd'hui j'ai bac+8. Il y a des gens moins compétents que moi qui gagnent mieux que moi. Ouais. Alors même si je gagne bien ma vie, hein, c'est pas la question, hein, et j'ai, voilà, absolument voilà, mais il y a des gens qui gagnent des sommes astronomiques et c'est pas grave. Mais c'est ça, c'est cette frustration-là, en tout cas pour ceux qui ont pas atteint leur objectif, elle est tellement énorme que c'est insoutenable. C'est des personnes qui, s'endorment la nuit, Et qu'est-ce que tu conseillerais à ces gens-là, tu vois, qui
qui ont leur esprit partout, qui regardent les réseaux sociaux, qui voient toutes ces méthodes, mais qui sont un peu, comme, tu vois, figés et qui ne savent pas finalement, quoi faire, où aller, qu'est-ce que tu leur conseillerais toi? Alors, déjà, il y a plusieurs trucs de façon très pratique. Déjà, le mode avion, je pense que c'est pas mal, Ouais, accessoirement. Après, au-delà de ça, hem, heu, le fond du problème, là-dessus, c'est même pas, regarde, ce matin, on accompagnait quelqu'un, qui a une boîte ici, on a refait toute la compta, ouais, le il y avait du boulot. voilà, il y avait du boulot. Bon, hem, le problème, bien souvent, c'est même pas le format, c'est même pas la compétence, c'est, les compétences émotionnelles qui sont derrière. Ça, c'est très particulier et oui, ça s'apprend, c'est pas si simple que ça et quand je dis compétences émotionnelles, je parle pas de soft skills, c'est autre chose, hein. Quelle distinction tu fais entre les 2? Bah, un soft skill, c'est, tu sais, c'est les trucs sur les CV qui me font rire des fois de je suis ponctuel, tu vois? Genre, bah, encore heureux, tu arrives à l'heure, abruti, tu vois? Mais tu vois, c'est des trucs comme ça. Mais, les soft skills, c'est bah, c'est des compétences subsidiaires, OK, mais les compétences émotionnelles, c'est la capacité émotionnelle à pouvoir atteindre un but, OK. ce qui est une chose complètement différente. Il y a une littérature, très ambivalente en psycho, dans les sciences psycho à ce niveau-là. Mais le fond du problème, et ça fait partie de mes données de recherche pour le coup, c'est, la question de ce que j'appelle et ce qui s'appellera comme ça pour ce que je publie, ce qu'on appelle un événement émotionnel. C'est-à-dire un événement qui est assez intense sur le plan émotionnel pour donner du sens à des actions sur le long terme. Parce que c'est ça en fait et regarde ce matin la la question qu'elle nous a posée. Ouais. Est-ce que vous pensez que je dois continuer? Le fait d'avoir le doute, c'est qu'elle n'a pas vécu quelque chose d'émotionnellement assez intense pour en fait bourriner sur le long terme, se dire: «C'est mort» et puis au pire des cas, si vous êtes pas content, moi je continue. Même si vous venez d'arrêter, je continuerai, tu vois? Jusqu'à ce que ça marche. Ouais, donc finalement, tu dis que l'action vient du sens que tu mets, quoi. Mais alors, déjà, ça c'est un truc qui me tue, c'est que, il y en a beaucoup, que ce soit parmi, les freelances qui ont leur premier contrat, les indépendants qui ont leur premier contrat, ceux qui Ouais, durent depuis voilà, c'est que ceux qui ont leur premier contrat, ils veulent se motiver pour aller en chercher d'autres et gagner bien leur vie. Ceux qui roulent déjà assez, ils veulent, déléguer certains trucs et ne plus avoir des tâches qui les saoulent. ouais. Bon et les 2 les 2 profils, ils vont chercher, ils vont dire: «Il faut que je me motive à y aller». Cette phrase, c'est une phrase que tout le monde s'est déjà dit un jour: «Faut que je me motive à». Mais elle veut rien dire cette phrase. C'est est-ce que ça a du sens ce que tu fais ou pas? En fait, créer le sens, tu crées la motivation. Mais la OK. motivation en elle-même, ça a pas de valeur brute. Donc la motivation se crée par le sens, quoi. Ça se crée par le sens. OK. Et d'ailleurs, il y a, heu, comment dire? Un truc assez simple, sur un élément, un indicateur très simple, c'est que chez les salariés, on a des données, alors c'est un autre format, tu vas me dire, hein, les salariés, mais un salarié qui est augmenté, la satisfaction qu'il aura à l'augmentation de son salaire, elle ne va durer que 3 mois, OK. tu vois? Entre 3 à 5 mois. Ouais. Ce qui implique que s'il n'y a pas un sens derrière de l'engagement, bah, en fait, ça veut dire que tous les 5 mois, si tu veux un salarié engagé, il faut que tu l'augmentes, quoi, tu vois? Ouais. D'où le fait de ne pas, s'il y a des chefs d'entreprise qui ont des salariés, n'augmentez pas trop d'un coup, du coup. Pour que voilà quoi, si il y a une enveloppe, augmenter petit à petit jusqu'à ce que tous les 5 mois, ils soient contents et voilà. Mais c'est toute la problématique, c'est que les gens cherchent à se motiver et ils créent pas de sens. Mmh. Mais ils créent pas de sens, c'est pas leur faute, pour le coup. Oui. C'est qu'ils ont pas vécu de choses assez émotionnellement intenses pour pouvoir y arriver et le créer ce sens. Et alors si j'ai justement pas vécu de choses comme ça et que je veux quand même trouver quelque chose d'assez moteur pour pouvoir me motiver, comment je fais? Alors, bah, là, c'est très problématique. Hem Il y a soit la première option qui est le fait de si c'est vraiment un désir et attention, que c'est un désir et que c'est pas une frustration. Mmh. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont frustrés de ne pas avoir, ce qu'ils veulent, plus qu'ils ne sont déterminés à obtenir ce qu'ils veulent, Ouais. tu vois? Ça, c'est ceux qui ont, tous les 2 jours: «J'ai une nouvelle idée business, je vais lancer ça». Tu sais, c'est le cousin que tu retrouves au repas de famille à chaque fois, et tous les ans, il t'a sorti un nouveau truc, et il te dit: «Non, non, mais cette année, j'ai ça» C'est et différent cette année. tu vois? Cette année, c'est différent, tu vois? Parce que vraiment ça, je suis sûr que ça va marcher, voilà. Ouais. Donc tu vois, il y a ça
Donc, premier truc, c'est après, il faut avoir de l'humilité pour demander de l'aide aussi, c'est pas mal, hein. Regarde, même nous, à notre échelle, on demande, hein. Toujours, toujours. Bah, On d'ailleurs, demande. c'est une erreur qu'on a fait, hein, Voilà, à un moment donné de stopper, c'est ça. l'apprentissage, hein. Il faut toujours être dans même malgré le niveau de compétence acquis, il faut toujours être dans cette dynamique d'apprentissage. Si on n'est pas dans Mmh. la dynamique d'apprentissage, on régresse, C'est donc c'est pas la peine. Donc de demander de l'aide. Alors demander de l'aide, ça ne veut pas forcément, payer un accompagnement, directement ou se faire aider, épauler ou sous-traiter quelque chose directement. Ça peut être le fait de se renseigner, de passer un coup de fil, de prendre un rendez-vous pour, voir la tendance, tu vois? Juste, tâtonner déjà, voilà. Hem, Après pour les autres, ça va être peut-être un peu, cru et dur, mais il y en a qui arriveront pas. Ouais. Je suis Tu désolé, hein, penses que mais le business n'est pas fait pour tout le monde? bien sûr que non, bien sûr que non. Faut arrêter ça. Moi alors désolé, hein, tous les gourous qu'on voit, que tu vois, c'est pas vrai. On en avait parlé à un C'est moment pas vrai. donné, on avait fait ce constat, et on n'est pas les seuls, je pense, mais que ceux qui réussissent ont toujours une histoire et un background, Bien sûr. assez important. Et qu'est-ce qui c'est justement ce dont tu parlais aussi, c'est peut-être, ce qu'ils ont Un vécu événement qui émotionnel. ouais, Il y a un événement qui est et des assez fois, il peut être déclencheur. infime, en fait, l'événement. Beh, Parce que tu en as, ça va être, ah mais des pertes, je vais te et dire, des vraiment dans des mes moments de données vie, je vais te dire, difficiles, et d'autres, ça peut être des choses, dans mes bénin. données de recherche, Ouais. c'est alors il y a forcément j'anonymise, hein, mais c'est allé de j'ai eu un mail qui m'a énervé, le fait de se lancer, hein, Ouais, ouais, en tant que ouais, ouais, bien sûr, ouais, ouais. ah j'ai été violé. Ouais. Donc le curseur Mais le émotionnel, mail, il l'a vécu, mais c'est pour ça que je vais te dire, le curseur émotionnel, il dépend de chacun. ouais. Donc il y a pas à juger. Il y a pas à avoir de Ça regard, dépend de l'intensité péjoratif. émotionnelle finalement Voilà, il y de a l'événement. aucun regard péjoratif à donner sur Ouais, les bien 2. sûr. Chacun l'a vécu à une intensité qui leur est propre, qui voilà, tu vois? Alors quand je parlais du viol, je fais une parenthèse, c'était quelque chose qui lui avait rappelé ce qu'elle avait vécu. OK. D'accord, c'était pas un Oui, viol dans le cadre de travail, une agression, oui. voilà. Elle a eu une histoire et il y a eu une action au travail qui a été, vécue d'une certaine manière qui était plus possible. Voilà. Mmh. Heu, mais tu vois l'éventail, quoi. Ouais. C'est et il y en a pour qui alors la question que je me pose, et c'est une question sur laquelle c'est un gros risque et que je pose des fois quand, bah, on nous appelle et que tu me dis: «Ah Bill, là, il y a un cas urgent, faut peut-être aller le traiter pour creuser plus en profondeur le sujet». C'est, en fait, tu as besoin d'un événement qui, émotionnellement parlant, est assez intense pour faire le déclic. OK. Il y en a pour qui, là, ils vont peut-être écouter ces phrases-là et ils sont en train de se dire: «Non mais il est bien gentil lui, mais moi la frustration que j'y vis au quotidien avant de me coucher, C'est ça, c'est ouais. au max». Ouais. Tu vois? De là, où chaque jour qui passe là, je vis pas la vie que je veux avoir là. Parce que derrière tout ça, il y a quoi? Il y a au final, je suis désolé, hein, il y a les chances de la mort, Mmh. tu vois? Là, je perds du temps là. Là, les plaisirs que je pourrais avoir, ce que je pourrais faire à mes proches, ce que je pourrais faire de ma vie, ce que je pourrais accomplir, ce pourquoi je pourrais être fier de moi, ce que j'aimerais faire, les trucs m qui me plaisent vraiment, que je ne peux pas aujourd'hui, pour une question financière, c'est un truc, au quotidien, c'est insoutenable. Ils ont raison. Et beh, je me pose la question et c'est la question que je pose des fois à certains, c'est combien de temps il faut de frustration comme ça pour que l'intensité arrive à son seuil, OK. Et qui tu est ce vois? déclic, ouais. Et qu'il y ait ce déclic. Mmh. Et des fois, en fait, c'est la question, c'est la nuit de trop. Ouais. C'est la nuit blanche de trop. C'est et alors pour ceux qui veulent se lancer, qui ont peut-être pas la vie, qui sont peut-être pas remote, qui voilà, mais aussi bien pour ceux qui sont déjà lancés et qui sont déjà freelance et indépendants. Ouais, parce que C'est j'allais te le dire, il y a plein de freelance aujourd'hui et surtout ceux qu'on accompagne, qui font déjà 5 000 10 000 balles par Oui, mois, tu vois? Et qui veulent scaler leur boîte alors et qui sont frustrés il de y a tu vois, ceux-là d'être submergés et cetera. il y a ceux-là, qui sont frustrés de ça parce que du coup, ils ont toujours la tête dans le guidon.
Ouais. Et tu as ceux aussi, et c'est certainement la majorité des freelances, hein, parce que le marché de l'indépendant, c'est ça aujourd'hui, c'est des gens qui arrivent, un mois ils font 3000, un mois ils font 7, un mois ils tâtonnent les 10, le mois d'après ils font rien, ils Ouais. font 500 balles. Mois suivant, ils arrivent à 1000 balles. Et, et c'est ça. Alors, évidemment, quand tu dans une logique d'être indépendant, tu comptes sur l'année. Et mine de rien, c'est une instabilité qui fait que. Et puis, en tant qu'indépendant, ton entreprise, c'est toi. Si t'es malade, t'as un coup de mou, t'es pas bien, même au-delà d'être malade, tu divorces. T'as une rupture. Même t'as une rupture, parle même pas d'un divorce. T'as une rupture, t'es pas bien. T'as vraiment là, t'es au fond du gouffre là. Et voilà. Et ça, on a eu un cas cet été quand on est allé voir Pierre. Tu vois, Pierre, le pauvre, 4 ans de relation. Pierre, il est super compétent, hein. Il est incroyable, hein. Moi, je suis fan, hein. Mais ouais, le pauvre. Après, il l'a objectivé, il l'a relativisé. Il savait que c'était bien pour lui de faire ça, d'arrêter quelque chose qui, là, l'engrenait. Mais t'as un coup de mou. T'as un coup de mou. Si tu fais pas, qui va le faire à ta place? Ouais. Tu es auto-entrepreneur ou solopreneur. T'es seul. D'où l'importance de se développer. Ouais. Tu vois? Donc le fait de scaler, c'est compliqué. Est-ce que tu penses que tout le monde, tout type de profil peut scaler sa boîte Non, en étant solopreneur avec non, les bonnes méthodes? non, non. Parce qu'il y a des activités qui ne s'y prêtent pas, déjà, Ok. concrètement. Voilà. Du type, tu as des exemples? Je vais te prendre un exemple très basique. Un cabinet de Psychologue? psychologue, Ouais. c'est pas possible. Pas possible. Alors, j'en vois des fois des pubs, hein, ça me fait marrer, hein, t'es psychologue et arrête les flyers ou les cartes de visite, vas-y. Ah ouais. Mais c'est pas possible. Pour plusieurs raisons. C'est que c'est une profession dans laquelle il y a un titre protégé d'État qui fait qu'il y a une déontologie sur la prospection qui est très réglementée. Ouais. Euh, et que tu es dans l'obligation de vendre ton temps. Tu vois? Tu Ouais, peux donc pas. finalement, il faut des domaines d'activité où tu Voilà. n'échanges pas ton temps contre de l'argent pour voir Voilà, il y a des domaines et un Logique. psychologue, puisque c'est un titre protégé, il peut pas sous-traiter. Tu veux qu'il sous-traite à qui? À un autre psychologue? C'est pas possible. Mais, alors à ce moment-là, Faut et éliminer. à ce moment-là, il y en a peut-être qui vont capter de suite et qui vont me dire, mais oui, mais alors à ce moment-là, crée un cabinet de psychologie, tu mets tes psychologues là, tu prends une com sur leur Oh, consultation, mais alors à ce moment-là, t'as pas besoin d'être psychologue. bah, t'es pas psy. Tu vois, t'es pas psy. T'es quasiment investisseur en fait. En fait, voilà, c'est tout. Oui. Tu vois, mais pas un psychologue lui-même qui veut vivre de sa profession doit sortir du cadre de référence de la psychologie. Ouais. Il devient du coup chef d'entreprise avec un cabinet dans Avec lequel un il a d'autres business model psychologues. qui lui permet effectivement. C'est ça. Mais un psychologue en tant que tel ne peut pas. Il y a des secteurs qui s'y prêtent, des secteurs qui ne s'y prêtent pas. Et pour toi aujourd'hui, c'est quoi parce qu'il y en a beaucoup aussi qui vont se dire: «Ouais, est-ce que tu conseillerais à quelqu'un», ça c'est une question qui revient souvent, d'avoir, un domaine en particulier et de se nicher dans un domaine, en disant: «Bah, moi tiens j'aime ça, donc je vais aller plutôt vers un business de cœur». Et il y en a qui vont vouloir saisir des opportunités, tu vois, qui est sur le marché. Qu'est-ce que toi tu conseillerais? C'est-à-dire des opportunités de. Des opportunités, bah, tiens, il y a un nouveau business, je vais me lancer là-dessus, ça me plaît, j'ai un minimum de compétences là-dessus ou je Non, pense que je peux l'acquérir rapidement. passion. J'ai même te. Elle est touchy ta question. Parce que il faudrait aller vers le business de cœur, si je reprends tes mots. Mais pas pour les raisons que tout le monde croit. Faudrait y aller parce que puisque c'est un business de cœur, tu t'es acculturé à ce secteur-là. C'est-à-dire, je prends par exemple les voitures. Tu vas faire un business de location de voitures. Super. Mais sur le papier, si t'es pas un gros fan de voitures à suivre GMK comme un dingue, non mais je caricature, mais c'est ça. Oui, bah, C'est ça, tu vois. C'est que tu connais le dernier moteur V12 qui est sorti, le nouveau SUV Ferrari tu vois, enfin, tu connais par cœur les pubs Aston Martin. Tu vois, c'est parce que tu t'es acculturé en fait de ça. Donc en fait, naturellement, en fait, t'es compétent dans le secteur. Ouais, Pas ça parce aura que c'est plus ton de cœur. sens en fait pour toi vu que t'es passionné, quoi. Oui, on peut le dire comme ça. En fait, tu vas plus paraître compétent parce que t'es passionné. Ouais. Donc, puisque tu vas paraître plus compétent, c'est plus d'une part logique, mais ce sera d'autre part plus simple pour toi.
tu vois? Et je te prends un exemple, un cas client, je me rappellerai toujours de Paul. Paul, il m'avait tué. Genre, j'ai cru que j'allais crever quand je l'ai écouté en visio, Ouais, à l'époque. Paul, on l'a fait monter à, je crois, 48K par mois. ouais. On l'a en visio. J'ai dit: «Les gars, ça me gave». Je dis: Ils oublient vite, hein, d'où ils partent. «De quoi tu parles?» Ouais. Il me dit: «Non mais ça me saoule, franchement, faire des sites et faire du SEO, j'en peux plus, quoi». Je dis: «Mais pourquoi t'es allé là-dedans?» «Mais parce que c'est facile, c'est pas compliqué, ça chiffre vite, et ben Et Paul au bout du compte, ils se fait et chier. j'ai Paul sous-traite. Il me dit: «Bah ouais, bah à ce moment-là, faut qu'on traite ça ensemble». OK. On lui a tout fait sous-traiter. Même en sous-traitant, il était à 25 000 balles net par mois. J'ai dit: «Ouais, mais ça me j'ai même pas envie de leur parler à ceux que je sous-traite». Il m'a rendu dingue, mais dingue, mais dingue. J'ai cru que j'allais lui arracher les cheveux et bon, d'ailleurs, pour le coup, il est chauve, je suis en train de capter, mais heu, mais ouais et au final, Paul, bah, il a fait, alors il a fait des gros coups, du coup, sur une bonne année. Il y a plus rien, il y a plus Ouais. rien. Ça le saoule. C'est un secteur, ça le saoule et là, il y en a certains qui vont se dire: «C'est une blague». Tu as un mec qui gagne 25 000 balles net par mois et il est pas content. Bah ouais, Ouais, il mais y je en a. pense qu'il faut avoir vécu ce genre de montant pour comprendre après que ça ne suffit pas, quoi. Ouais, non, mais il y a une forme de dignité quand même. Mmh. Il y a une forme de dignité. Tu vois, genre, 25 000 €, il y en a, ils vivent une année avec. Oui, c'est vrai. Il y en a, ils vivent avec moins Ouais, ouais, ouais. et non, non, il y a C'est vrai qu'on parle tu vois, c'est des sommes sur on lesquelles banalise très rapidement. oui, il y en a qui banalisent, tu vois? Et tu les vois sur les réseaux avec les trucs, 50 000 balles, par mois, 50 000 lancement 30 000 € la semaine. Alors évidemment que ça existe et je dis pas le contraire, on est les premiers à les faire, mais un peu de dignité, tu vois? Mmh. Il y en a qui vivent avec moins, il y en a qui, tous les mois, c'est compliqué, et ça pour des salariés comme des freelances, hein. Oui, bien sûr. Il y en a pour qui, là, à l'heure actuelle, peut-être qu'ils vont, nous écouter et ils savent pas comment ils vont faire pour payer les courses, ou, payer leur loyer du mois prochain. Tu vois? Ils sont peut-être là, déjà à découvert de 500 balles ou de 1 000 balles sur leur compte, ils savent pas comment ils vont faire et donc il y a ce côté un peu où, et des fois quand je dois traiter des dossiers, je me permets. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter. Oui, Il oui. y a un peu de dignité, réalise un peu, quoi. Tu vois? Tout à l'heure, on parlait effectivement de ta mission, qui est de mettre le service, enfin le business, la science pardon, au service du business. Comment toi concrètement aujourd'hui, tu as mis la science au service de Simplify? Bah, c'est simple, le programme, heu, je l'ai structuré, je l'ai fait sur la base de toutes les données recueillies, donc données de thèse et données annexes, parce qu'il y a Mmh. des données que j'ai publiées, des données qui ont été défendues en congrès et des données que j'ai pas encore eu l'occasion de Ouais, défendre. Et puis là, on était tellement dans le jus qu'en toute honnêteté, ouais. on voilà, je m'y remettrai, peut-être l'été prochain. J'aimerais bien, ce serait sympa. Ce serait sympa que vous veniez aussi en congrès, avec moi, ça pourrait être cool aussi. Bah ouais, grave. Le dernier que j'ai fait, il était en Sardaigne et c'était sympa. Voilà. Mais c'est simple, le programme, il a été fait sur la base de données scientifiques. Tout le programme, de A à Z. La cohérence de chaque module, articulé l'un à l'autre, a est fait pour que ça marche. Voilà, Ouais. c'est tout. Et puis, on a un gros filtre d'entrée sur la base de tests psychotechniques que j'ai fait. Ouais, c'est aussi ça qui permet d'avoir un Tu taux vois, de résultat, voilà, c'est que important. ceux qui rentrent, ils ont le profil pour réussir. Voilà. Ils ont, ils ont vécu. Ils ont vécu émotionnellement parlant Ce qu'il ce fallait qu'il pour fallait. réussir Simplify, ouais. Et attention, je dis ça, ça veut pas dire qu'il faut être vieux, hein. Il y Oui, en a, pas du ça se tout. trouve, à 15 ans, là, ils sont prêts, hein. Oui, oui, c'est clair. Ouais, ouais, ouais. Ça veut dire qu'il faut être vieux, hein. Ouais. Mais il faut avoir vécu le truc, tu vois. Ou avoir eu cette frustration assez longtemps pour arriver au point de non-retour. Et ça, du coup, tu le mesures avec les tests psychotechniques, Ouais. au niveau du Ouais, ouais, recrutement sur ouais. Simplify? Bah, il y a le scoring, où c'est simple, hein, quand, il y en a qui nous appellent pour voilà, ils passent le truc, il y a le score. Si le score, il rentre dans les cases, il sait très bien. S'il rentre pas, c'est pas la peine. OK. C'est pas la peine parce que on bah, pour une raison Oui, assez derrière, simple. oui. Non, mais pour une raison assez simple,
On va pas faire payer des gens alors que c'est quasiment prédestiné à ce que ça ne marche pas. Hmm. Tu vois. Ouais, Voilà. Donc ceux qui ont le profil, ils peuvent rentrer. ils peuvent rentrer. Et quand ils rentrent, Ça tu marche. sais que ça marche. Moi, je me rappellerai toujours de Pierre Nicolas, qui de justesse avait le profil. Et je me rappelle, j'avais appelé Roman, j'ai dit, t'es sûr? J'ai le doute. Il me dit, ah, vas-y, on y va et tout. C'est bon, c'est Roman, tu vois. Vas-y, on y va. Je dis, ok. Prends Pierre Nicolas. Et ben, il avait raison, Roman. Sur le doute. Ah, je crois qu'au score, à un point près, il passait pas. Ouais. Euh, et Pierre Nicolas, il vendait sa prestation 50 balles de l'heure, je crois. Oh, putain, Il m'a gavé. Genre, j'ai cru que j'allais. J'en pouvais plus. 50 Je crois balles. que l'appel que j'ai eu avec lui, il était même pas légal, je crois. Euh, Écoute, il est ressorti de l'appel. Je lui ai dit, t'appelles ce numéro. C'est un lead que t'as reçu? Il me dit oui. C'est pas moi qui lui ai donné, hein. Ouais, ouais, Il n'y a même pas de Simplify, hein. Et il me dit, oh, je lui dis, t'appelles. T'appelles là, devant moi. Je dis, ok, mais je dis quoi? Je dis, écoute, tu dis ça, tu dis ça, tu dis ça, et tu dis ça. Je partage l'écran, tu suis, et tu laisses en haut-parleur. Je dis, ok. Et tes trembles un peu cher, il a les premiers appels de vente. sorti de là. Il a vendu à 2500. Ben, On est loin du 50 € de l'heure. Ouais. mais non, mais attention, à 50 euros de l'heure, c'était un format sous 3 heures. Donc c'était 150 euros par client. Putain. Non, mais Oui, tu bon, vois, après, on a tous bien commencé par quelque part. Hein. je te dis pas le contraire. Je te dis pas le contraire. Mais oui, donc il y a des trucs comme ça où tu vois que. Et c'est ce que je dis, il était compétent dans son domaine. Hmm. Mais c'est pas suffisant. C'est plus suffisant d'être compétent. Et d'ailleurs, je vais dire un truc qui, du coup, va faire sens pour tout le monde. Le nombre de diplômés qu'il y a maintenant sur le marché. Oui, Il y en a des gens compétents. pour autant, ils ont pas de boulot. Mais pour autant, voilà. Et je vais même je crois qu'il y a une stat qui est passée dans les Échos, si je me trompe pas, où c'est 48%, un Français sur deux au travail Sur est quel point? malheureux. Ah oui, malheur. Est malheureux. Ouais, Et profondément ouais, malheureux ça au m'étonne travail. pas. Ça m'étonne Tu pas. vois? Bah ouais, c'est pas étonnant. Mais pour te dire, c'est que. Et parmi ces 50% de Français qui travaillent et qui sont malheureux, mais je suis sûr qu'il y a des gens super compétents. Ouais. C'est évident. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Si tu avais un mot de la fin, peut-être un conseil à donner à des indépendants, tu vois, aujourd'hui, qui sont submergés, qui sont prestataires de services, qui échangent leur temps contre de l'argent, mais qui plafonnent, qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, on va considérer trois profils. Ceux qui débutent et qui cherchent leur premier contrat en tant que freelance. Ceux qui sont freelance et qui Hmm. ont des contrats, ont une rémunération mais très instable. Et ceux qui ont plutôt une rémunération stable mais qui ont la tête dans le guidon. Donc trois profils différents. Le conseil, il est à peu près le même pour tous. C'est qu'en fait, à un moment donné, il faut avoir l'humilité de se faire aider. Et tu vois, il y a un truc très simple qui s'appelle les stratégies de coping. C'est les stratégies comportementales par rapport au stress. Ouais, la gestion du stress. Voilà, de gestion du stress. Il y a trois types de personnes. Ceux qui vont être centrés sur le problème. Ceux qui vont être centrés sur soi. Alors, ceux qui vont être centrés sur le problème, c'est ceux qui, nuit blanche, burn-out. Ouais. Ceux qui vont être centrés sur soi, eux, c'est ceux qui vont dire je fais mes meilleures ventes sur LinkedIn. Non, mais là, il faut que je fasse une pause sur LinkedIn. Je vais aller faire du Faut que je me yoga. ressente, ouais, Tu d'accord. vois, Ouais. c'est ça. Et tu as ceux qui sont centrés en soutien. Le soutien, c'est l'aide. Alors, ce qui est drôle, c'est que ces trois façons de faire, ça se retrouve individuellement parlant quand on est devant une situation stressante. Ça peut être n'importe quelle situation, hein, Hmm. un date, un entretien, ce que tu veux. Mais c'est les mêmes trois réponses comportementales qu'une entreprise peut avoir. Centré sur le problème, ça va être je vais recruter, Trouver une solution, je quoi. trouve une solution au problème. Centré sur soi, c'est qualité de vie au travail, on va faire, allez, on fait un événement, on va à l'apéro avec tout le monde. Et soutien, c'est la banque et le conseil. Ok, Bah, à un moment donné, il faut avoir l'humilité aussi de demander de l'aide. c'est vrai. Et ça fait pas de mal. Et je dis pas ça au hasard, parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans des situations où ils sont Oui, il perdus. leur faut de l'aide. Et puis de toute façon, il y a tellement d'informations que centré sur le problème, on l'a vu enfin, depuis le début qu'on discute, centré Oui, sur le problème, j'ai le doute constamment. Centré sur moi, je vais me frustrer, je vais me culpabiliser parce que j'ai perdu du temps. ouais. Centré soutien, bah, j'ai de l'aide, j'ai un support technique opérationnel.
on parle pas enfin, entre nous, puisque ce qu'on fait, c'est un accompagnement, mais qui est pas un accompagnement, voilà, Oui, comme on l'entend sur le marché. c'est pas comme on l'entend sur le marché. On est sur de la technique, on est sur de l'opérationnel, on est sur quelque chose de pragmatique et concret. Avoir un soutien de cet ordre-là, alors que ce soit nous ou quelqu'un d'autre, peu importe, mais qui soit de cette même qualité-là, à un moment donné, il y a des paliers pour lesquels c'est essentiel, sinon, Se voilà, faire accompagner. se faire accompagner. On conclut là-dessus? Bon, écoute, merci beaucoup en tout cas, ça m'a fait plaisir d'enregistrer cet épisode avec toi. Avec plaisir. À l'occasion, on s'en fera un l'été prochain sur une autre thématique. Mettez-nous en commentaire si cet épisode vous a plu. Posez peut-être d'autres questions à Abigail si vous en avez. On prendra le temps de répondre à vos commentaires. Et merci beaucoup. À très Avec vite. plaisir.